France Maghreb 2. Habitants de cette belle planète Terre, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre émission, l'authenticité, le grand forum jusque 18h LGF. Votre rendez-vous quotidien 16h-18h pour remixer l'actualité, la retourner dans tous les sens, l'analyser, la décortiquer ensemble et avec vous au 01 40 33 9000. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, comme traditionnellement d'ailleurs le mercredi. Maintenant, Nadir Kaya est avec nous. Comment il va, Nadir? Salut à tous. Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Impeccable, mon cher Nadir. Ah, c'est superbe temps. Ah oui, ça fait du bien, un petit peu de douceur là. Hein. Ouais. Toujours le même temps en maussade, mais bon. Un peu gris, ouais. Un peu gris, beaucoup même. Hein. C'est vrai que ça fait un petit peu longtemps, enfin un bout de temps qu'on n'a pas vu le soleil. Hein. Le vrai soleil, ouais. Le vrai, ouais. À 25-30 degrés, ouais, ça fait un bout de temps. Ouais. On commence à déprimer. J'ai des amis qui sont revenus d'Alger hier, ils me disent on a quitté le beau soleil d'Alger pour la grisaille parisienne. Ouais. Mon cher Nadir, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure dans ton avis tranché? Bah, c'est un avis tranché qui a un petit peu d'actualité maintenant depuis au moins 10 ans, c'est la laïcité. Ah, cette fameuse laïcité qu'on a ressortie du placard exclusivement pour une communauté. Donc je voudrais en reparler un petit peu, peut-être faire un peu l'historien, brièvement, en rappelant un petit peu la définition de cette laïcité, parce qu'aujourd'hui ça veut tout dire, on peut tout faire avec, et chacun a son interprétation, donc je voulais revenir là-dessus. Et puis ton coup de cœur? Ah bah le coup de cœur, c'est un projet qu'on va mettre en place avec l'association IMAD, avec qui on avait déjà travaillé sur un gala sur le handicap. Et donc l'association Banlieue Plus, un projet qui est destiné à apporter du matériel pour jeunes handicapés du côté de l'Algérie. Donc on va essayer de demander à des auditeurs, à des gens qui peuvent éventuellement nous aider sur ce projet qu'on va mettre en place d'ici là, et qu'on va, j'espère, affiner pour le mois de mai. Avant les grandes vacances. Eh ben, on espère que ça va réussir. Retour de Nizar X, notre infiltré à l'Assemblée nationale tout à l'heure à 17h pour les toutes dernières nouvelles de l'Assemblée nationale. On parlera du projet de loi immigration. Vous savez qu'il fait beaucoup de bruit et les députés d'ailleurs, quelques-uns d'entre eux en tout cas, sont un petit peu en colère vis-à-vis du gouvernement. On parlera aussi avec lui tout à l'heure, donc Nizar X, des nouvelles de Manuel Valls. Alors vous savez que depuis qu'il a été conforté ou confirmé à son poste de député, est-ce qu'il est plus présent à l'Assemblée nationale? Bah visiblement non. Hein, voilà, il est très Charlie en ce moment. Oui, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, nous allons parler de toutes ces petites choses, donc des petites infos en coulisses. Et puis tiens, on parlera aussi du porte-parole de La République En Marche, tu sais, qui a démissionné ce lundi suite à des tweets qui ont refait surface et à ce mépris de classe sorti de Castaner en lui rappelant que son vocabulaire de Montreuil l'avait rattrapé. Bon, ce qui a fortement énervé le maire de Montreuil d'ailleurs dans un tweet qui lui a dit que c'était un narvalo et qu'il ne connaissait absolument rien aux habitants de Montreuil. Oui, voilà. Bon, c'est des échanges un peu petits. Voilà. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure parce que cette affaire quand même a fait un peu de bruit à l'Assemblée nationale, visiblement, et peut-être même d'ailleurs au sein même des députés de La République En Marche. A-t-il été vraiment soutenu par le gouvernement? C'est ce qu'on tentera de savoir auprès de Nizar tout à l'heure, qui va nous donner, j'en suis sûr, des petites informations croustillantes. Voici le programme pour ce mercredi. Nous sommes le 10 janvier. Ça y est, déjà, ça passe vite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, détenu pour avoir souhaité une désescalade du conflit qui oppose l'Arabie Saoudite au Qatar, le prédicateur Satma Alouda croupit en prison depuis 4 mois pour un simple tweet. Algérie, le corps médical n'a toujours pas digéré les violences inouïes imposées par les forces anti-émeutes aux médecins résidents qui ont organisé à l'appel du collectif autonome des médecins résidents algériens un rassemblement à l'intérieur du CHU Mustapha Bacha à Alger, lequel s'est malheureusement soldé par une quarantaine de blessés, dont 20 graves. France, la mairie Front National de Poker dans le Gard a supprimé lundi, jour de rentrée, les repas de substitution qualifiés d'anti-républicains pour les élèves ne mangeant pas de porc à la cantine scolaire. Quelques 150 élèves demi-pensionnaires sur 600 bénéficiaient de ces repas de substitution à Beaucaire. La question LGF du jour, vous le savez, c'est le grand jour pour les soldes d'hiver et le gouvernement veut réduire la réduction des soldes de 6 à 4 semaines et réfléchit à une sorte de Black Friday à la française. Êtes-vous pour ou contre? Vous répondez sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, ainsi que Twitter, LGF officiel. Enfin, et pour finir, Libertad, 01 40 33 9000, ça sera tout à l'heure et en fin d'émission. LGF, le Grand Forum avec notre ami Nadir Kaya qui est avec nous aujourd'hui de l'association Banlieue Plus, plus que jamais d'ailleurs dans les maraudes. Là, j'ai vu que ça, il y en a une qui se prépare là. Ah bah un dimanche sur deux c'est une maraude et l'autre dimanche c'est les colis alimentaires pour des familles en ah oui non, c'est les colis alimentaires qui se préparent, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais.
C'est quoi les colis alimentaires? Ça consiste en quoi? On a répertorié une dizaine de familles, essentiellement dans le 9-3, qui sont vraiment dans la grande précarité. C'est souvent des mamans isolées, à qui on fait 2 fois par mois des courses assez conséquentes. Des produits de base comme des chocolats, des gâteaux pour les enfants, du lait, de l'eau. Super. Et donc ça c'est grâce aux donateurs qui vont sur le site de Banlieue Plus et participent à cet effort citoyen. Bon, très bien. Et le prochain, c'est quand, là, le colis alimentaire? Je crois que c'est dimanche le 21. D'accord. J'ai pas toutes les dates, mais normalement tous les dimanches on fait quelque chose. De toute façon, vous allez sur Facebook Banlieue Plus pour être informé. Le site aussi Banlieue Plus, donc sur internet. Mon cher ami Nadir, aujourd'hui c'est le premier jour de ces fameuses soldes d'hiver qui ont une durée de 6 semaines, et c'est la dernière fois qu'elles auront cette durée, puisque le gouvernement a prévu de raccourcir les soldes de 6 à 4 semaines, et réfléchit même à pourquoi pas mettre en place un espèce de Black Friday à la française. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, sachant que le Black Friday on l'a eu cette année, d'ailleurs les commerçants ont joué le jeu. Qu'est-ce que ça peut donner à la française? Est-ce que vous êtes pour ou contre d'abord de raccourcir les soldes? Est-ce que vous êtes des adeptes des soldes d'ailleurs? Est-ce que vous attendez avec impatience des fameuses soldes d'hiver et les soldes d'été pour faire des affaires, justement acheter des affaires de marque beaucoup moins chères, Là encore, ça reste à prouver, parce que franchement les soldes c'est vraiment peut-être pas forcément une affaire, parce que quand il s'agit de récupérer d'acheter des vêtements, c'est souvent l'ancienne collection qui est en solde, mais les nouvelles affaires, les nouveaux modèles, on va dire, sont pour la plupart ne pas soldés. Est-ce que tu es un adepte des soldes, mon cher ami Nadir? Alors, occasionnellement, il m'est arrivé, c'est vrai, pendant cette période, d'aller voir un petit peu ce qui pouvait être intéressant. Et en fin de compte, je m'aperçois avec le temps que c'est du pipeau tout ça, parce que comme tu le disais assez justement, on trouve pas ce qu'on veut. Voilà, ce sont pas des produits qui sont là depuis toujours. C'est à la mode de mettre des produits exclusivement pour cette période-là. Pour ma part, quand j'y vais, je trouve surtout en chaussures du 47. Je trouve des couleurs que j'ai jamais vues, des collections que je ne connais pas du tout. Je ne saurais même pas comment des gens peuvent s'habiller comme ça. Donc, pour un homme à peu près de ma taille, de mon gabarit, c'est très difficile de pouvoir bénéficier de ces soldes-là. Après, pour la plupart des gens, je ne sais pas si c'est vraiment l'occasion de pouvoir un peu refaire sa garde-robe et profiter de cet instant-là. Je pense que c'est du buzz. C'est plus les soldes qu'on a pu connaître à une certaine époque, et surtout quand on voit un petit peu les prix, la qualité. Donc finalement, le fait de raccourcir les soldes, c'est pas un mal alors? Non, alors par rapport à ça, par rapport au fait que le gouvernement voudrait se positionner là-dessus, franchement, il y a d'autres choses plus importantes. Je pense que malheureusement, Macron tombe dans le même schéma que François Hollande, c'est-à-dire qu'il est dans le buzz, dans la communication permanente. Dès l'instant où il y a une info, faut rebondir, faire une proposition, tenter de voir un petit peu l'opinion publique, ce qu'elle en pense, et à partir de là, faire des lois, des projets. Franchement, il y a urgence en France, quoi. Il y a d'autres priorités que de chercher à réduire ou à allonger la période des soldes, quoi. Le pouvoir d'achat, par contre, il change pas. Donc on peut mettre des soldes sur un jour comme sur 600 jours. Et si le salaire ne suit pas, ça va rien changer. Ouais, mais alors moi je t'entends bien, Nadir, il y a pas de problème. Par contre, on peut constater un emballement important, justement. Par exemple, il y a qu'à revoir le Black Friday, ça a battu des records de transactions pour un week-end. En France, je sais plus, la somme est immense de ce qui a été dépensé au cours de ce Black Friday. Donc les gens en France, ouais, absolument. Ah, je suis pas certain. Je sais que c'est la première année où il y a eu vraiment un buzz au niveau des médias. Tu peux regarder les chiffres, tu vas voir qu'il y a eu un engouement. Moi, je pense qu'il y a plus spectaculaire. Hein. D'accord. Moi, je pense qu'il y a plus eu de l'intox qu'autre chose. Mais bon, s'ils disent que les résultats sont là, tant mieux pour les commerçants. Ils disent que d'ailleurs, ça a mieux marché que les fêtes de Noël, pendant le dimanche où les magasins sont ouverts, etc. Ouais, tout à fait. Ça a créé un certain emballement. Et donc les gens finalement sont plutôt adeptes. Alors moi, les soldes, je ne les fais absolument pas, parce que déjà d'une, je ne supporte pas la foule, et force est de constater que pendant les soldes, il y a énormément de monde dans les magasins, les grandes surfaces d'ailleurs, qui seront pour la plupart tous ouvertes ce dimanche, parce que le premier dimanche des soldes, on a l'habitude, tous les grands magasins sont ouverts. Et pour le coup, en tout cas, vous nous donnez un petit peu votre impression, votre avis, qui nous intéresse pour le coup. Est-ce que vous êtes pour ou contre donc cette proposition du gouvernement? Enfin, c'est plus une proposition, puisque ça apparemment c'est acté.
pour l'année prochaine 2019, plus de 6 semaines de solde, mais 4 semaines. Et ils réfléchissent donc à un espèce de Black Friday à la française. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous répondez sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, sur Twitter, LGF officiel, ou en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. Bon, il n'a pas fait les soldes, Emmanuel Macron. Il est parti en Chine. C'est la fin de cette visite d'État d'Emmanuel Macron donc en Chine. Il fut surtout question d'économie, très peu de droits de l'homme. Les Chinois sont libres de penser, a même déclaré le président français lors de son voyage. Emmanuel Macron, juste avant de regagner Paris, s'est d'ailleurs justifié, il refuse ce qu'il appelle, je cite, la diplomatie de l'hygiaphone. Sans doute pensait-il à un mégaphone. Le président qui ne dort jamais avait l'air d'ailleurs un peu fatigué. Je sais pas si tu l'as vu, Nadir. Ouais, j'ai vu les images. Ouais, il avait l'air un peu fatigué là pour le coup. C'est un marathon que d'aller là-bas, ne serait-ce au niveau de la distance, l'avion, les heures, le fait d'aller à droite à gauche, communiquer. Je pense que c'est hyper éprouvant physiquement. Alors sur le plan économique, un dernier contrat a été annoncé in extremis, une commande de 184 Airbus A320 pour 13 compagnies aériennes chinoises pour donc 15 milliards d'euros quand même. C'est une bonne somme. Alors voilà, ça a été fait, ça a été annoncé donc juste avant qu'il s'en aille, donc de Pékin. Le président français a clairement, en tout cas, choisi donc celui des opportunités. Il a d'ailleurs cité ce poème chinois: quand le vent du changement s'élève, certains construisent des murs, mais d'autres des moulins à vent. Le poème cité par Macron. Il est poète, notre président. Ouais, c'est beau, mais bon, je pense que ça peut lui aller aussi, cette citation. Donc, faut qu'il fasse attention. En politique, les choses se retournent très rapidement. Tu veux dire que le moulin peut tourner? Tourner, tout à fait, ouais. Voilà, absolument. Comme le vent, ça peut aller dans un sens et comme dans l'autre. Alors il veut, en tout cas, ou il tente de saisir les différentes opportunités pour faire offertes par la Chine. Un exemple, les nouvelles routes de la soie. La méconnaître serait une erreur. Il faudra alors la subir, estime Emmanuel Macron. L'Europe doit donc, je cite, arriver groupée pour faire face à la puissance de feu de la Chine, alors qu'aujourd'hui elle reste assez divisée. La France veut que ces nouveaux corridors du commerce soient écologiques, mais surtout qu'elles soient à double sens. Les trains qui arrivent à plein chez nous doivent repartir à plein vers la Chine, a dit Emmanuel Macron. C'est un espèce de pari gagnant-gagnant que propose en tout cas Emmanuel Macron, un échange gagnant-gagnant. Oui, non, mais ça c'est de la communication. Après, la réalité elle est tout autre. Faire une comparaison avec la Chine et la France, c'est vraiment pas possible. Il faut être un peu sérieux. Après, pour revenir à ce que tu disais, le fait d'aller là-bas, je pense qu'il y va essentiellement pour du business. Moi, je suis plutôt perplexe là-dessus parce que quand on va dans un pays comme la Chine, venir là-bas et chercher à vouloir parler des droits de l'homme, c'est un peu compliqué, surtout le pays, un pays comme la France qui n'est pas le pays des droits de l'homme, mais de la déclaration des droits de l'homme. Moi, ça me fatigue un peu quand à chaque fois on veut un petit peu changer certains pays et les mettre à notre image. Donc aller en Chine, c'est bien, pour faire du business, c'est bien. Je crois que tu as parlé de 16 milliards. Ouais. Ça reste 16 milliards pour l'Europe, parce que Airbus Industrie, c'est un ensemble de pays européens, donc c'est pas 16 milliards que pour la France, donc il va falloir se les répartir, je pense. Donc c'est bien pour l'Europe, mais bon, après c'est un voyage business, donc si ça rapporte un peu d'argent aux Français et que ça fasse travailler les Français, c'est bien, mais après vouloir donner des leçons aux Chinois, je crois que c'est mal perçu. Ah, ça c'est clair. De toute façon, il l'a pas fait pour le coup. En tout cas, ces nouvelles donc annoncées par Emmanuel Macron, pourtant il faut considérer quand même et revoir que la balance commerciale donc équilibrée, ça ne semble pas pour demain, vu que la France a quand même souffre d'un déficit commercial de 30 milliards d'euros. Et les contrats signés non chiffrés ne changeront pas grand-chose. Le président veut inscrire en tout cas la relation dans le long terme et se félicite donc qu'après 10 ans de négociations, Areva par exemple a enfin arraché un engagement ferme à ses partenaires chinois pour construire une usine de retraitement des déchets nucléaires vendue pour 10 milliards d'euros. La filière bovine est aussi gagnante. L'embargo en place depuis 2001 sera enfin levé dans les 6 mois assure l'Élysée. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir donc de cette visite d'Emmanuel Macron en Chine. Nadia.
Oui, non, mais comme je te le disais, après les promesses, ça reste que des promesses au niveau des contrats. Il y a eu beaucoup de promesses comme ça dans le passé qui ne se sont pas tenues. Donc faire des annonces, c'est bien. Si ça peut rassurer l'opinion publique et les Français, tant mieux. Mais bon, après il faut être réaliste et voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut pas être au même niveau que les Chinois. Donc je pense qu'il faut être un peu mesuré. Un auditeur nous appelle pour nous dire attention, vous n'avez pas parlé d'une actualité importante et il a raison, mais on prévoit en tout cas d'en faire un sujet important et dire un sujet global au Maghreb. Kamal est de Gennevilliers. Ah, c'est Jamal. Jamel, pardon. Bonsoir voilà. Jamel, bienvenue à vous Jamel. Bonsoir, merci. Oui, justement, parce que ça fait quasiment une semaine que ça dure. On parle de la Tunisie. C'est assez grave. On parle de la Tunisie, hein. De la Tunisie, ouais, effectivement. Ouais. Et d'après les informations, hier soir, il y a eu au moins 200 arrestations. C'est ça, oui, ça a été confirmé par le ministère de l'Intérieur. Voilà, donc bon, c'est dû au budget, aux augmentations, tout ça, donc il faudra quand même en parler, c'est important. C'est très important et d'ailleurs d'autant plus qu'on va en parler, on va faire une émission spéciale parce que on va essayer de relier un petit peu tout ce qui se passe dans cette région parce qu'il n'y a pas que la Tunisie, il y a aussi le Maroc et puis l'Algérie, on va en parler tout à l'heure avec la grogne des médecins mais aussi une espèce de grogne sociale qui commence à souffler donc dans les 3 pays du Maghreb et on va essayer autour de différents spécialistes des pays en question de faire une émission spéciale justement pour essayer de comprendre, analyser ce qui se passe aujourd'hui. Alors j'ai vu que dans les slogans apparaissait encore le mot révolution et que la Tunisie peut-être risque de revivre ce qu'elle a vécu il y a maintenant en 2011 quoi. Ah ça je ne sais pas. Bon après maintenant les conditions économiques et sociales évidemment ça doit jouer énormément. Évidemment les gens n'ont peut-être pas récolté ce qu'ils espéraient. Oui, effectivement. En tout évidemment. cas, bon après. C'est vrai que la contestation a gagné quand même la plupart des grandes villes du pays, pour le coup. Oui. Et beaucoup de manifestations, effectivement, ce bilan assez lourd de 200 arrestations. Donc c'est ce qu'annonce en tout cas le ministère de l'Intérieur. Et non, c'est qu'il y a eu des morts aussi. Il y a eu 1 ou 2 morts. Un mort, d'après ce que j'avais entendu. Voilà. Donc, moi, il me semble avoir entendu un mort, mais de toute façon, oui, il y a effectivement mort d'homme. Ouais, effectivement, voilà. Bon après. Oui. En tout cas, merci Jamel, mais t'inquiète pas, on veille au grain. On veille au grain, mon cher. Merci. Jamel. Merci Jamel. Merci, au revoir. À bientôt. 01 40 33 9000. C'est bien vous aussi hein, de veiller un petit peu au grain de ce qu'on peut évoquer comme sujet. Et vous savez qu'on est noyé parfois dans l'actualité qui est très lourde, mon cher Nadir. Hein, et on n'a pas le temps des fois de s'arrêter sur des sujets qui sont quand même importants et centrales. Donc il faut faire le tri. Il faut faire le tri, bien sûr. Et les auditeurs aussi veillent au grain pour nous rappeler à l'ordre de temps en temps. Et ils peuvent le faire ici en toute transparence et en toute démocratie. 01 40 33 9000. La question du jour, je vous la rappelle, on parle des soldes d'hiver qui ont démarré ce matin. Alors moi ça m'impressionne toujours de voir ces gens à la télé qui sont là devant le magasin à l'ouverture, même avant l'ouverture, à attendre. Même la veille pour certains. Oui, pour repérer. Alors apparemment ils vont la veille donc pour repérer et le lendemain ils viennent à la première heure et on assiste d'ailleurs à des scènes un peu hallucinantes où tu vois des gens en train de se frapper dessus pour avoir le produit en question. Waouh, c'est pas mal quand même. Hein. Bon, en tout cas, est-ce que les hommes et les femmes, est-ce que les femmes dépensent plus pendant les soldes ou est-ce que ce sont les hommes, mon cher Nadir? T'as une petite idée toi sur la question? Non, mais moi j'avais cru entendre l'année dernière et il y a 2 ans que c'était à peu près pareil, que les hommes aussi faisaient les soldes, que c'était un phénomène qui était de plus en plus important. Maintenant, à savoir qui dépense le plus, ça c'est une autre affaire, mais je pense que les hommes aussi, moi le premier, quand il y a la possibilité de chercher des choses qu'on ne peut pas avoir habituellement par rapport au prix ou d'avoir le temps simplement, je pense que ça intéresse de plus en plus d'hommes aujourd'hui de faire leur propre garde-robe, même comme je te disais, même si les offres ne sont pas si intéressantes que ça. Bon, avant de parler de ce premier sujet, on va nous emmener en Arabie Saoudite. Une petite info en bref. Ça se passe en Birmanie où 2 journalistes de l'agence de presse Reuters inculpés aujourd'hui pour infraction à la loi sur les secrets d'État. Ils avaient été arrêtés il y a un mois maintenant alors qu'ils enquêtaient sur la crise des Rohingyas. Ils restent donc en prison, ces 2 journalistes de l'agence Reuters, mon cher ami Nadir. Bon. En Arabie Saoudite, hein, c'est ça? Non, en Birmanie. Ah, en Birmanie, d'accord. En Birmanie. Ouais, ça, on peut le comprendre, hein. Oui, absolument. Birmanie. Parce qu'ils s'intéressaient donc à la crise des Rohingyas et donc ils ont été arrêtés pour les motifs que je viens d'invoquer. Et justement, nous allons partir en Arabie Saoudite, Nadir, auditrice, auditeur, où cet homme est détenu pour avoir souhaité une désescalade du conflit qui, vous le savez, oppose l'Arabie Saoudite au Qatar,
au Qatar, le prédicateur qui répond au nom de Salman al-Ouda, croupi en prison depuis 4 mois maintenant. Le prédicateur Salman al-Ouda donc est détenu depuis le 7 septembre par les autorités saoudiennes. 4 mois passés en prison sans aucune inculpation, dénonce Human Rights Watch. De leur côté, les membres de sa famille du savant ont été interdits de voyager. Que reproche-t-on exactement à Salman al-Ouda? Eh bien, selon Human Rights Watch, le prédicateur est détenu après avoir refusé de tweeter un texte dicté par les autorités saoudiennes au sujet du blocus imposé par le royaume wahhabite au Qatar. Pire, Salman al-Ouda aurait tweeté le 9 septembre un appel à la réconciliation entre les pays du Golfe. C'est ce qu'indique en tout cas Al Jazeera. Selon les proches du prédicateur, ce dernier n'aurait eu l'autorisation de passer un seul coup de fil depuis 4 mois, c'était au mois d'octobre. Human Rights Watch dénonce les méthodes de la justice saoudienne. Les efforts du prince héritier MBS pour réformer l'économie et la société saoudienne échoueront si son système de justice méprise la primauté du droit en ordonnant des arrestations et des châtiments arbitraires, a ainsi déclaré Sarah Lidson, qui est la directrice du Moyen-Orient au sein de l'organisation non gouvernementale. Human Rights Watch donc dénonce le fait qu'aucune charge ne soit retenue contre Salman al-Ouda. Il n'y a aucune raison de punir les membres de sa famille d'un détenu sans montrer la moindre preuve ou accusation d'actes répréhensibles de leur part, dénonce Human Rights Watch. Seulement al-Ouda avait été appréhendé lors d'une vague d'arrestations, vous vous en souvenez, contre des personnes accusées d'agir contre les intérêts du royaume saoudien. Au début des années 1990, un peu d'histoire, Salman al-Ouda a appartenu au mouvement Sawak qui appelait à l'instauration d'une monarchie constitutionnelle en Arabie Saoudite, opposée à la présence de l'armée américaine sur le territoire saoudien. Après la guerre du Golfe, il avait été arrêté et croupi en prison pendant 5 ans, de 1994 à 1999. Opposé à l'intervention américaine donc en Irak depuis plusieurs années, mais également à la pénalisation de l'homosexualité, Salman al-Ouda a toujours milité pour une Arabie Saoudite dans laquelle les libertés individuelles auraient une place importante, comme le résume ce portrait paru dans Le Monde. Si en apparence donc Mohammed Ben Salman veut moderniser son pays, le prince héritier n'a pas hésité ces derniers mois à faire arrêter des prédicateurs religieux influents mais hostiles, tous en tout cas aux oulémas officiel. Voilà pour cette affaire. Nadir, qu'est-ce que ça t'inspire, cette manière d'agir, de faire de la part du prince héritier de l'Arabie Saoudite? Ah, tu veux vraiment me mettre en colère, hein, Christophe? Bah oui, enfin, je sais pas si je veux te mettre en colère. Moi, je te donne des faits, mon ami. Autant je peux être dur avec le colonisateur palestinien et je peux l'être également avec les Saoudiens, parce que j'ai eu la chance il y a quelques années avec le d'aller colonisateur israélien, tu veux dire? Le colonisateur israélien, oui. Tout à fait. J'ai eu la chance d'aller en Arabie Saoudite il y a quelques années, donc j'ai vu un peu ce pays, même si je suis resté que 10 jours. Donc j'ai pu discuter avec les gens et voir ce que c'était qu'un peu l'Arabie Saoudite. Et puis ne serait-ce à travers la religion et certains propos de ulama ou responsables là-bas, on voit très bien qu'on n'a pas affaire à une démocratie, hein, ça on le sait très bien. Moi je pense que même religieusement c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de choses à apporter en termes de vertu, donc de voir un peu ces comportements vis-à-vis d'opposants, parce que je pense qu'il y a, tu le rappelais, il y a un historique avec cette personne-là. Ouais. Donc je pense que là ils sont en train de régler leur compte tout simplement. Pour moi, ce qui est malheureux, c'est que c'est des gens qui sont censés représenter l'islam à travers les lieux saints, qui sont aujourd'hui du fait de leurs responsabilités. Donc de voir que politiquement ils agissent comme ça, il n'y a rien de surprenant. Ce sont pas des exemples, comme je te disais. Donc vu d'ici, de France, d'un pays démocrate comme la France, ou de personnes comme nous qui pouvons être de confession musulmane, c'est très difficile parce qu'on voit que tous ces gens-là ne sont pas en adéquation avec l'islam, avec les règles internationales du respect, de la démocratie, de la justice. Donc toujours pareil, pas grand-chose à dire. Ce sont pas des modèles. Donc mais les méthodes et les règles sont un peu similaires à ceux du colonisateur israélien, justement, hein, de fait de le couper des gens en prison sans pas de raison. Voilà, tout est là aujourd'hui pour démontrer que c'est un abus. Donc un abus comme ils ont souvent l'habitude de le faire. On le voit aussi également avec cette guerre silencieuse qui mène au Yémen. D'ailleurs, il y a un excellent article qui est paru dans le Muslim Post là, sur le Yémen. Je vous invite à le lire. Ouais, donc voilà. Donc pour cet opposant, c'est quand même louable de chercher la paix entre des pays considérés comme frères.
Donc l'emprisonner pour ça, on voit le niveau un peu des représentants saoudiens ou du roi, de l'héritier aujourd'hui. Ouais, le roi Mohammed Ben Salman. Effectivement, il y a des questions à se poser quant, bien entendu, à cette volonté de MBS à vouloir faire réformer économiquement, socialement le pays. Et en même temps de procéder à des méthodes, un nettoyage et à des méthodes qui finalement n'est pas si étranger au pays en l'occurrence. 01 40 30 39 000 si vous avez envie évidemment d'en parler. Pour ce faire, dans un instant, messieurs dames, on va avant de parler de la vie tranchée de notre ami Nadir Kaya qui va nous parler de laïcité. D'ailleurs, ça tombe bien, dans le zapping, on va en parler aussi de laïcité. J'ai retrouvé Lydia Guérou. Elle avait un peu disparu. Elle est revenue. La porte-parole. La porte-parole des LR a été l'invitée de France Info. Puis alors là, elle s'attaque à Macron maintenant. Voilà, elle s'attaque à Macron. Lydia Guérou. Voilà. Donc pour le coup, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et puis, on parlera de laïcité donc dans la vie tranchée. Et puis, nous partirons aussi en Algérie pour évoquer la guerre des médecins algériens qui sont toujours en colère et qui n'ont absolument pas digéré pour le coup l'espèce de ratonnade qui a eu lieu au CHU Moustapha Bacha à Alger. Vous savez, des médecins ont été, on peut le dire, bastonnés, massacrés, lynchés, avec ce bilan très lourd de 40 blessés, dont 20 graves. Ça s'est passé donc début janvier. On y reviendra tout à l'heure puisqu'ils sont en colère. En tout cas, ils manifestent leur colère. Donc ces médecins algériens, peut-être pas pour rien d'ailleurs que certains d'entre eux choisissent de se barrer et d'aller peut-être faire carrière ailleurs. En France notamment. En France notamment, mais quand ils sont pas en France traités de la bonne manière, et ce qui arrive souvent d'ailleurs, on en parlait hier avec un docteur justement qui nous racontait un petit peu son dur parcours. Beaucoup aussi choisissent de partir aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, quand vous avez du talent, on vous le fait comprendre et on vous le fait savoir, et surtout on l'utilise votre talent. Contrairement à la France parfois qui laisse partir des talents à l'étranger. Bon. Et vous êtes payé aussi par rapport à votre en plus. En France, il y a un problème aussi en France, avec les médecins algériens qui sont sous-payés et qui font le sale boulot. Les gardes de nuit, les gardes des fêtes, enfin tout ce que les internes ne veulent pas faire. En l'occurrence, les médecins algériens font le sale boulot. Voilà, les horaires à n'en plus finir. Bon, vous connaissez évidemment le quotidien d'un médecin algérien, je pense qu'on en a tous autour de nous. Allez, restez avec nous sur France Maghreb 2, c'est le LGF, la seule, la vraie, l'authenticité. Ici, on ne pratique absolument pas la langue de bois, vous pouvez peut-être vous en rendre compte, à tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Nadir Kaya en ce mercredi, nous sommes le 10 janvier, soyez les bienvenus et vous le savez aujourd'hui c'est le premier jour des soldes d'hiver et vous savez que le gouvernement a annoncé que ces soldes d'hiver seraient la dernière session en version 6 semaines puisque le gouvernement a annoncé que ça serait 4 semaines à partir de l'année prochaine, 2019 donc, et ils en réfléchissent d'ailleurs à installer un espèce de Black Friday à la française. Est-ce que vous êtes pour ou contre donc le fait de raccourcir les soldes? Vous êtes en majorité à dire non, à être contre, bien entendu. 29,71 donc sur Twitter, 71 contre, et je crois que c'était 74 sur Facebook, Christophe le Grand Forum pour voter, LGF officiel sur Twitter. Voilà, vous n'hésitez pas. 40-60. 40-60. Ah bon, ça a monté alors. Ouais, ça a monté. 40-60, donc 60 sont toujours contre, le fait de raccourcir. Ah, donc les gens aiment bien quand même, ils aiment bien les soldes. Vous êtes adepte des soldes, appelez-nous 01 40 30 39 000 pour nous dire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Christophe. C'est bonsoir, le docteur, cher docteur. Voilà, donc comment allez-vous? Là, juste, je vous change de sujet. C'est en témoignage pour la médecine algérienne, si je me permets. Je suis pas l'avocat du diable. Juste, je profite de votre présence, mon cher docteur, pour signaler aux auditeurs que l'armée de Bachar el-Assad a fait une remontée spectaculaire en Syrie et sont sur le point de reprendre notamment un aéroport important du côté d'Idlib qui était détenu par des rebelles, et ils sont en train de perdre village après village, ville après ville. Les rebelles pour le coup qui apparemment, alors on parle d'une alliance aussi entre les différents groupes terroristes en Syrie pour essayer de reprendre le terrain, mais ça semble difficile sachant l'avancée spectaculaire de l'armée de Bachar el-Assad, évidemment appuyée par la Russie. Je me permets de commencer par le sujet algérien qui me tient à cœur. Après je vous reprends très brièvement le problème de la Syrie. C'est par rapport à la médecine algérienne. Je peux vous commenter 2 mots? Allez-y, oui. Voilà, donc je tire chapeau bas pour l'Algérie, voilà, donc en un mot. Et en 62, pour les jambes
qui le sachent, mais s'il y a de collègues algériens comme Monsieur Soufiane, Docteur Soufia, il peut me répondre. Il y avait une 50aine d'internes, c'est tout à Alger, de pieds noirs, quoi, c'est-à-dire des Français d'Algérie. Il y avait à peine 10 musulmans, enfin des Algériens. L'Algérie actuellement, ils ont une vingtaine de facultés de médecine. C'est une médecine, n'a rien à craindre. Donc la preuve, les médecins algériens, quand ils sont parmi nous en France ou aux États-Unis, ils excellent. C'est pas tombé du ciel, Monsieur Christophe. Ça, c'est le pétrole algérien. C'est Houari Boumediene qui a fait la médecine gratuite, qui a fait la révolution agraire, l'industrialisation du pays. Bon, après, je peux pas être à la place des Algériens. C'est qu'on compare la médecine algérienne actuellement. Après, les Algériens, nos docteurs là-bas, sont libres de choisir où ils vont exercer. Mais de là à dire que, avec les moyens ont été donnés en Algérie, ils ont formé des Arabes, des Africains, même d'Amérique latine. Donc, c'est tout mon témoignage là-dessus. Très bien. Ah, des moyens au niveau de la formation, mais pas au niveau des équipements. Comme après des hôpitaux, monsieur. Mais après, bien évidemment, je veux pas aller vers la théorie du complot. Après, on a voulu saboter l'Algérie. De là, je m'arrête. C'est aux Algériens de prendre le relais pour discuter. Si on compare ce qu'il y a eu avant en Égypte ou en Syrie ou même au Maroc, il n'y a rien à voir. L'Algérie était exsangue en 62. Faut voir. Ah oui, ça a bien changé, malheureusement. Comment, mon ami? Ça a bien changé, malheureusement. Les hôpitaux algériens, sur certains aspects, notamment leur équipement, c'est catastrophique. Ils ont beau avoir des médecins hyper compétents, surdiplômés, spécialisés pour certains. Pour tout, voilà. Oui. Voilà. Mais concrètement, au niveau de l'accueil des patients, des repas et tout ça, c'est compliqué parce que la plupart des gens qui sont hospitalisés ramènent déjà pour certains, j'irai pas partout parce que j'ai pas été faire le tour de l'Algérie, mais pour ce que j'ai pu voir, certains apportent même leur couverture. Les repas sont souvent apportés par la famille. Il y a des choses malheureusement qui sont déplorables parce que le gouvernement algérien depuis des années n'a pas mis réellement les moyens adéquats, et puis il y a tout un ensemble de choses aussi à voir au niveau de la société algérienne. Oui, puis à laisser partir ses cerveaux. Donc là je laisse la place à mes confrères algériens parce que moi j'ai travaillé en Algérie 2 ans, j'ai que de bons souvenirs. Effectivement, j'étais très jeune à l'époque, et dans mon métier qui était la chirurgie gynécologique et les accouchements l'obstétrique, je sais qu'actuellement il y a une reculade. Je suis dans les congrès chez nous en France ou ailleurs, mes collègues, j'ai plein de collègues, tout ça, donc je peux pas dévoiler mon identité au-delà de ça, mais c'est vrai, les difficultés sont là, parce que l'Algérie, ils ont tout fait pour essayer de bloquer. Ça faisait peur à beaucoup de puissances. L'Algérie l'a remontée, parce que si on venait voir l'histoire d'Algérie, c'est une histoire la totale, c'est tout, et c'est l'émancipation des femmes, des hommes, la médecine gratuite et tout. Bon, effectivement, là je laisse après à mes confrères algériens qui peuvent répondre et défendre bien mieux que moi. Donc, par contre, je reviens à vous, Monsieur Christophe, par rapport à la Syrie. Bon, on en a discuté. C'est la 3e guerre mondiale entre les puissances. Et là, actuellement, les Russes subissent même des attaques de la part des Occidentaux. Leurs bases en Syrie ont été attaquées, on ne sait pas par qui. Vous voyez, et actuellement, il y a une percée des alliés si vous voulez, l'autre camp, pour essayer de maximum de territoire avant les négociations de Sochi fin janvier. Voilà, c'est pour cela, on reviendra sur le sujet, mais malheureusement, on déplore beaucoup de pertes civiles dans l'ensemble du pays. Voilà. Merci, docteur. Bon. On aura l'occasion en tout cas d'y revenir bien sûr sur cette situation, mais en tout cas l'armée syrienne de Bachar al-Assad, donc l'armée de Bachar al-Assad reprend du terrain, ça c'est forcé de le constater pour le coup, et c'est assez spectaculaire d'ailleurs. Allez, il est l'heure, messieurs dames, d'accueillir notre infiltré au sein de l'Assemblée nationale. Oui, on a notre infiltré, mon cher Nadir, à l'Assemblée nationale. Il travaille pour nous, il enquête sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais aussi dans certains ministères. Et il est avec nous. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on l'avait pas eu à l'antenne. Du coup, il est de retour en ce mercredi et il s'appelle Nizar X. Comment ça va, mon ami Nizar? Très bien, et vous-même, mon cher Christophe? Eh ben très bien, mon cher ami Nizar. Bonsoir à tes invités.
bonne année d'abord, bonne santé. Merci, merci nerveux à tous les éditeurs et tous ceux qui sont présents sur à ton émission aujourd'hui. Donc je sais qu'il y a un à dire. Après, Yann à dire. Voilà. Bonjour à toi. Agent, nerveux. agent secret également, la santé surtout. Merci. Bon, alors, est-ce que la rentrée est rude à l'Assemblée nationale, en commençant par cette loi qui va peut-être, qui commence d'ailleurs à faire réagir. On parle de cette loi sur l'immigration. La rentrée, la pré-rentrée, parce que la rentrée c'est la semaine prochaine, mais la pré-rentrée, c'est-à-dire depuis début d'année et même depuis à la fin des vacances, Ouais. ça a commencé à déchirer. Donc il y a opération de déminage de la part du gouvernement. Donc il y a une réunion importante mercredi prochain. D'accord. Avec un groupe qui a été désigné, c'est-à-dire des députés qui vont prêcher un peu leur parole auprès du Premier ministre et ministre de l'Intérieur pour essayer d'apaiser et de ne pas créer de tension sur ce sujet, parce que la plupart des députés de la majorité de la République en marche ne comprennent pas le fait que Gérard Collomb soit têtu, en tout cas ne lâche pas du lest sur cette loi. Là, on parle bien des députés de la République en marche qui sont. Bien sûr, je parle de la République en marche. Je parle même pas du MoDem et la majorité. Je parle pas de la majorité, c'est-à-dire les partenaires. Je parle de la République en marche, c'est-à-dire le parti majoritaire. Qui comprennent pas, en fait, les intentions de Gérard Collomb. Alors, je rappelle juste pour les éditeurs, pour information, si vous faites un peu les statistiques de toutes les sensibilités de toutes les personnes élues sur l'étiquette de la République en marche, vous avez à peu près, entre les personnes anciennement élues sous une étiquette de gauche ou anciennement proches du Parti socialiste ou proches de telle tendance, vous avez 70% des députés qui sont de tendance de gauche. La République en marche. Ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais, donc oui, donc ça en fait beaucoup. Donc mais Gérard Collomb, moi ça me fait rire parce qu'il se plaint un peu dans la presse comme quoi il en a marre de se faire traiter de facho par certains médias, qu'il est un moins coréen, ou en tout cas comme quoi il a pas de cœur. Je rappelle juste un peu son passé à Lyon, avec tous les dispositifs qu'il a émis en tant que maire, et toutes les positions qu'il avait tenues par moment, toutes les trahisons qu'il avait fait à Hollande, à Valls, à d'autres, il y en a plusieurs, donc je vais pas refaire son parcours ici parce que ça serait long, mais c'est marrant de le voir se plaindre alors que c'est lui-même qui dit qu'il fallait pas, qui a fait des coups tordus à beaucoup de gens en politique. Ouais. Bon, en tout cas, ça va faire jaser cette histoire de cette projet de loi donc sur l'immigration, un moment d'ailleurs important du quinquennat d'Emmanuel Macron. Autre sujet de discussion, même si c'est la pré-rentrée, il y a un petit peu de monde quand même dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a parlé de ce qui s'est passé concernant le porte-parole de la République en marche qui a dû démissionner suite à des tweets qui sont réapparus, tiens, comme par enchantement. Oui. Oui. Donc ça a beaucoup fait jaser, mon cher Christophe, parce que c'était le début du parti, c'est les premiers pas du parti politique, donc tout le monde regardait ce que faisait En Marche. Ouais. Effectivement, il y avait des gens qui sont partis là. D'ailleurs, c'est un militant de France Insoumise qui a été regardé dans l'histoire des tweets. C'est la France Insoumise qui a fait la délation. Exactement, c'est Hugo Chalas, je crois que c'est il est connu, je crois même que c'est un élu local, il me semble. Mais c'est pas beau, Hugo, ça se fait pas, Hugo. Voilà. Bon. Il est parti piocher et il a même fait un tweet, parce que c'est sur son Twitter qu'il avait fait ça, en disant « Je n'ai pas fait ça pour qu'il démissionne, parce que j'ai fait ça en tout cas pour faire éclater ses erreurs de jeunesse. » Alors il y a eu des bêtises qui ont été dites dans ces tweets. Alors moi je considère pas ces bêtises, mais moi, qui ne s'est pas emporté contre des responsables politiques à un moment donné dans sa jeunesse ou même dans sa vie, Je me demande qui n'a pas traité un politique de tel ou tel nom d'oiseau à un moment ou à un autre. Ouais. Par contre, ce que je déplore, c'est que la pression que la fachosphère, ce que j'appelle la fachosphère, a mis sur les réseaux sociaux, sur Castaner notamment, sur le parti En Marche, pour qu'il réagisse et surtout pour le faire sauter
Ryan Nizar, que je rappelle, qui a un parcours, je le connais un petit peu, alors je suis peut-être pas objectif pour en parler, qui a un parcours, c'est un énarque, il a fait l'ENA, qui vient de Montreuil, qui a un bon lusard comme on dit, qui a fait tous les grâces système éducatif de la France, et il a réussi à atteindre les hauts sommets de Bercy. C'est un spécialiste des finances publiques. Je peux vous dire que j'ai assisté à des formations qu'il a fait à des députés pour leur expliquer comment ça marche le budget de la nation, pour vous dire. Donc c'est un type hyper brillant. Il n'a pas fait ces bêtises qu'il a faites il y a 10 ans, il y a 10 ans qu'il était étudiant. Enfin, des bêtises. Il s'est emporté en disant, tiens, Laurent Wauquiez et ses amis, Jean-François Copé, c'est un con, ou Alain Juppé avec ses propositions, à un moment donné, c'est pas, voilà. Ce sont des choses qu'on dit. On a eu à répertorier, voilà. À dire les propos qu'il a eu. Bon, c'était vraiment pas d'un vocabulaire fleuri. Voilà, c'est pas antisémite, c'est pas homophobe, c'est pas raciste, c'est pas, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais moi, ce que je déplore, c'est la réaction de Castaner qui, il lui a pas demandé de démissionner. Ouais, on rappelle ce qu'il a dit, hein. Il a dit, son vocabulaire de Montreuil le rattrape. Oh, non, il a pas dit. En fait, il a rectifié parce que c'est un journaliste qui a rapporté parce que moi, je l'ai demandé à ses proches, enfin, ses collaborateurs, si tu veux. Ouais. Et il m'a dit jamais il a prononcé Montreuil. D'ailleurs, ils se sont écharpés sur Twitter avec les maires de Montreuil. Oui, Patrick Bessac. Oui, il l'a traité de Narvalo. C'était marrant, là. Et d'ailleurs, elle a dit, je suis pas sûr que c'est créé avec un W, sens de W, donc c'était marrant cette histoire de tweet, en tout cas. Mais jamais, il a jamais prononcé Montreuil. Il a juste dit qu'il a été rattrapé par son vocabulaire de jeune, mais sans dire de Montreuil, parce que... Bon, tiens, justement, Nizar, bouge pas. Nadir, ton réaction là-dessus sur... bon, c'est vrai que ça n'a pas été extrêmement médiatisé, mais pour le coup, la sortie de classe de Christophe Castaner, est-ce que tu considères qu'il a été... voilà, il a fait une erreur quand il était jeune. D'ailleurs, je crois que c'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a dit si on répertorie toutes les bêtises qui ont été prononcées quand on avait 18 ans, il n'y aurait pas beaucoup de monde dans la sphère politique. Même sans, Nadir. Non, mais même sans attendre 18 ans, surtout de la part de Castaner et de toute la clique des hommes politiques français de façon générale, ceux qui ont dépassé la quarantaine, si tu regardes ou tu fais un peu l'historique de ce qu'ils ont pu dire comme bêtises, comme mensonges surtout, par rapport aux Français, aux campagnes électorales. Il n'y avait pas de Twitter, c'est vrai. Il y a de quoi les condamner, je pense. Hein. C'est pas simplement les renvoyer. Pour certains, ce serait des condamnations. Hein. Mais il n'y avait pas de Twitter. Hein. C'est vrai que Nizar fait une bonne remarque. Il n'y avait pas de Twitter à l'époque. Hein. Non, mais même, peu importe, il y avait les médias. Par rapport aux déclarations que certains pouvaient tenir dans les médias par rapport à une actualité, par rapport à des faits divers, il y a des hommes politiques qui ont tenu des propos, j'imagine, bien plus virulents ou vulgaires que ceux qu'a pu tenir ce jeune. En plus, au vu de ce que tu dis, c'est quand même un gars qui a un parcours assez exemplaire. Non, il est brillant. Mais bon, on sait qu'en France, c'est très difficile d'être un arabe. Donc quand t'es arabe, t'es diplômé et t'es porte-parole du gouvernement, je pense que il faut pas faire de faute. Non, porte-parole du parti La République En Marche. Du parti pas du gouvernement. Voilà, du parti des... Le parti majoritaire qui, évidemment, attire toutes les caméras qui le regardent. Mais moi, ce que je déplore, Christophe, pour vous terminer, sur Christophe Castaner, c'est ce que je lui ai dit. Moi, je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas, est-ce qu'il a commis une bêtise lors de ses nouvelles fonctions en tant que porte-parole? Il a dit des choses? Non, c'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire, il fait une jurisprudence, Ryan Nizar. C'est-à-dire que ceux qui ont un passé pas très correct, ils doivent rendre compte au moment où ils ne doivent plus être représentés ni la partie majoritaire, ni la République en marche, ni le gouvernement. Ok, on commence par le gouvernement. Je peux vous dire que le passé une bonne partie de ceux qui sont, parce que la déclaration qu'ils ont fait, il est fait des condamnations qu'ils ont eues, ils ne doivent plus être ministres. Je rappelle les députés, Claire Petit, je peux ne citer que Claire Petit, oui. Mon Dieu, c'est combien de députés de la République en marche qui sont aujourd'hui en place et personne ne leur dit, ne leur demande des comptes. Nous-mêmes, je leur demande pas de l'enlever de député parce qu'il a le droit, c'est les gens qui l'ont mis député, c'est évidemment c'est la démocratie. Pour moi, il parle plus au monde du parti majoritaire parce que le parti majoritaire se veut exemplaire soi-disant, se veut qui n'ont jamais commis dérapé, Claire Petit, vous allez sur YouTube, vous tapez le best-of sur RMC, vous les avez. Donc, dans les GG, sur RMC. Dans les GG, vous avez. Il n'y a pas qu'elle. Le nombre de bêtises des députés qui ont loué des agences qui ont eu conflit d'intérêts, des députés qui sont en cours d'enquête préliminaire pour des violences faites aux femmes, pour parler. Donc
si on veut montrer l'exemplarité, il faut leur montrer le pouce. Lui, c'est Graham Lézard. Il est d'origine norvégienne, voilà, pour ne pas dire maghrébine. Il faut dire les choses franchement. Hein. Non, voilà. Donc, et en gros, il a un handicap de plus. Et c'est ce qu'on déplore dans une bonne partie des gens. Ils disent, moi, je fais partie des gens qui vont sur le terrain pour dire aux gens, arrêtez de vous plaindre sur votre sort, arrêtez de vous, de dire, ils veulent pas de moi, j'arrive pas à trouver du travail parce que l'autre est raciste. J'essaie de faire arrêter aux gens le discours de victimisation. Mais quand vous voyez ce genre de choses, ce genre d'affaires, ça ne facilite pas le travail sur le terrain. Évidemment. Ça me tue parce que c'est des choses, c'est des bêtises, c'est des débilités au lieu que quand je le dis, je dis, c'est arrêter parce que ça fait des dégâts pas possible sur le terrain. Comment faire comprendre à des gens, et lui, regarde lui, on m'a dit, j'ai lu dans le truc, on m'a dit, j'ai écouté, il y en a plein qui ont des bêtises, ils sont toujours en place, il est toujours pas, mais lui, dès qu'il a fait ça, parce que quoi, parce qu'il est arabe, parce qu'il est noir, mais j'ai pas compris ce qu'il dit. Alors, moi, si je peux me permettre, je comprends pas exactement ce que tu dis, donc, parce que tu dis, faut arrêter de se positionner en tant que victime. Mais pour le petit jeune là, en l'occurrence, quelque part, il est victime de quelque chose parce que d'accord. Parce que c'est ce qu'il a dit. Je lui dis de ne pas s'arrêter sur ça, parce qu'il y a des gens qui, au moindre échec, j'accompagne beaucoup en fait. Il y a des associations, des gens pour faire des CV, des motivations, et ils font une dizaine de CV, une dizaine de candidatures. Par exemple, je prends cet exemple-là, il n'a pas été reçu, il me dit c'est bon, j'arrête, je fais plus de candidater, je vais plus candidater moi de toute façon. Ils veulent pas de moi. Je dis non, j'essaye de faire. Si tu veux, je leur mens pas, mais j'essaie de leur au moins un brin d'optimisme, de dire à ces gens-là, moi j'ai eu de la chance d'avoir fait des grandes études. J'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait une grande école de commerce, on est venu me chercher de travailler, j'ai même pas cherché de travail. Donc voilà, c'est mon diplôme qui a parlé pour moi, et heureusement, je sais la chance que j'ai d'avoir fait des études dans ce pays, mais je le dis pour des gens qui ne sont moins qualifiés, qui sont même pas eu de diplôme, j'essaie de leur donner un brin d'optimisme, un brin d'espoir, je dis, certes, il y a des gens qui font ça, mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais avec ce genre d'affaires, ça ne facilite pas le travail des acteurs sur le terrain. Voilà, c'est ça. Oui, on est d'accord. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Lizard, pour finir, d'ailleurs, certains peuvent se dire, voilà, mais c'est vrai, il a absolument rien fait durant son mandat, il a rien dit de mal, etc. C'est un petit peu d'ailleurs dans l'affaire du Conseil constitutionnel. Il va falloir qu'on s'y penche un de ces quatre un jour. Le Conseil constitutionnel, qui est chargé de statuer sur l'invalidation de plusieurs députés. Et quand on voit d'ailleurs que Manuel Valls a été confirmé, mais qu'on a quand même relevé des irrégularités, eh bien, vous prenez un cas similaire la semaine d'après, Jean-Pierre Dor, qui est député de la 4e circonscription du Loiret, près de Montargis là-bas. On a relevé des irrégularités également, mais lui, on l'a invalidé. Alors, vous savez très bien que je suis un opposant farouche à Jean-Pierre Dor, mais pour le coup, là, par rapport à l'affaire de Manuel Valls, c'est quand même deux poids deux mesures, là. Ça, on va dire, c'est effectivement, vu comme ça, mais je connais pas les tenants et les aboutissements de ces, mais effectivement, il y a des irrégularités. Alors, aux yeux du Conseil constitutionnel, parce que j'ai suivi un peu l'affaire Valls, et il dit que ce n'est pas des irrégularités suffisantes pour annuler l'élection. C'était déjà arrivé par le passé. C'est pas une exception pour Manuel Valls. Mais le fait qu'il y a à la tête du Conseil constitutionnel un des amis, voire des amis du Premier ministre, on peut se poser la question sur le fonctionnement de la Ve République. De toute façon, si on cherche la démocratie 100% pure, propre en France, je pense que la Ve République ne la permet pas. Il faut le dire. Le Conseil constitutionnel, on rappelle, c'est le président, c'est Laurent Fabius, et celui qui était en charge des dossiers, c'est Lionel Jospin. Il y a Lionel Jospin, à qui Manuel Valls avait confié des missions dans d'autres comités premiers. Après, on peut regarder. C'est absolument pas normal, finalement, quand on y réfléchit. C'est absolument pas normal. Et puis, il faut pas être naïf. Faut pas croire que cette institution, elle est indépendante. Qui les met en place? C'est un jeu politique. C'est des arrangements, ceux qui la composent, effectivement, ils sont politiques, mais attention, les conseillers qui travaillent, ce ne sont pas des gens politiques, ce sont des gens qui font les avis. Ouais, mais ça reste des conseillers. Ça reste des conseillers, et puis on sait très bien. C'est des conseillers d'État, c'est des conseillers d'État. C'est des conseillers d'État quand même. C'est des hauts fonctionnaires, donc voilà, c'est comme à Bercy, c'est comme à la Cour des comptes, c'est voilà. Quand la mais ça, on peut. C'est des hauts fonctionnaires, mais bon.
je respecte l'institution. Mais on peut débattre sur le On fonctionnement. peut se poser la question très légitimement sur l'indépendance du Conseil constitutionnel. Voilà. Merci Nizar. Merci beaucoup en tout cas et bonne rentrée parlementaire hein, donc. C'est la semaine prochaine. Merci beaucoup Nizar. Voilà, on a fait c'était la pré-rentrée à l'Assemblée nationale. Il y en a des choses hein. Un petit tour d'horizon effectivement. Nizar, notre infiltré donc au sein de l'Assemblée nationale. Donc Nizar au moins il respecte les institutions. Hein. Attention, coûte que coûte. Hein. Moi je persiste les signes. Hein. Je ne reconnais pas ce Conseil constitutionnel. En tout cas il n'est pas indépendant et ça devrait pas lui d'ailleurs qui devrait être saisi pour statuer sur le sort et le fait d'invalider ou non un député, sachant que il peut y avoir conflit d'intérêts pour le coup, puisque certains qui siègent au Conseil constitutionnel sont des amis de Manuel Valls, donc c'est pas normal quand des amis de Manuel Valls statuent sur le sort de Manuel Valls en question. Voilà, c'est pour ça que ça pose question. Moi, ça m'interpelle pour le coup. Nadir, je suppose que toi aussi. Non, mais je suis d'accord là-dessus. Après, comme tu dis, c'est comme la bêtise quand j'entends oui, mais on respecte les lois. Je suis désolé, quand il y a des lois qui sont mal faites ou qui sont faites pour certains, il faut savoir le dénoncer. On peut les respecter en les dénonçant. Oui, tout à fait. Et puis c'est notre devoir de citoyen. Je rappellerai qu'on n'est pas des citoyens. D'ailleurs, c'est quand tu te prends une amende, mon cher Nadir, tu dois la payer avant de la contester. Tout à fait, tu payes et après tu la contestes par un courrier voilà. et tu attends la réponse. En disant que c'était pas moi qui conduisais mais c'est ma femme. Voilà. Voilà. Par exemple. C'est plus facile. Ouais, évidemment. Je sais pas si ça marche encore mais bon. Ah, ça marche, t'inquiète. Ah. Ouais, t'inquiète. Je te dirai. On en revient dans un instant. On va parler laïcité, le zapping, un petit tour par l'Algérie et puis un petit tour dans le Gard où il y a un maire Front National. Voilà encore une fois preuve que mes amis, il sert vraiment à quelque chose d'aller voter. Parce que on peut avoir affaire à des gens qui ont des intentions absolument nocives, dégueulasses. Pas tout à fait républicaines. Ouais. Pas tout à fait républicaines pour le coup. C'est le cas donc de ce maire de Beaucaire dans le Gard, qui pour le coup, quelques-uns de ses habitants doivent se pincer aujourd'hui, peut-être du fait de ne pas avoir été votés. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. C'est France Maghreb 2, oui, c'est le LGF avec monsieur Nadir Kaya qui est avec nous et jusque 18h bien sûr vos appels au 01 40 33 9000. Toujours cette question du jour à propos des soldes d'hiver qui ont démarré aujourd'hui et sur le fait que le gouvernement ait mis un petit peu son grain de sel en proposant de raccourcir les soldes de 6 à 4 semaines dès 2019 et ils réfléchissent d'instaurer un espèce de Black Friday à la française. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous continuez de répondre sur Facebook, sur Christophe Le Grand Forum, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Voilà, vous n'hésitez pas en tout cas à continuer, bien sûr. Alors mon cher Nadir, est-ce que tu es prêt pour ton avis tranché? Oui, mais juste avant, je voudrais revenir, si ça te dérange pas, sur ces fameux soldes et le débat à savoir s'il faut réduire de 6 à 4 semaines. Juste une petite chose, est-ce que c'était une promesse électorale? Je ne pense pas. Parce qu'on les entend souvent dire oui, on s'attache à nos promesses et on les met en place. Donc je pense pas que c'était une promesse. Donc vraiment, comme je te dis, c'est un non-sujet parce que il y a pas d'intérêt. C'est pas ça qui va changer la vie des Français. C'est le buzz en fait. Ouais, voilà. Donc il y a un moment donné, je pense que les sujets comme ça, je sais même pas si on peut les traiter ou s'il faut les traiter très rapidement parce que je pense qu'ils sont pas importants. Mais bon, voilà, c'est le jeu médiatique, quoi. Absolument. Bon, alors on y va pour ton avis tranché et on va parler d'un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité. Force est de constater, on en parle et on la sert à toutes les sauces. Cette fameuse laïcité dont tout le monde parle, mon cher ami Nadir. Eh bien, on va en parler maintenant avec toi dans le cadre de ton avis tranché, puisque tu vas nous faire un peu un petit cours d'histoire pour le coup. C'est parti, Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Laïcité à toutes les sauces, Nadir Kaya. Ouais, je vais pas faire un cours d'histoire parce que je ne suis pas historien, mais je pense être comme la plupart des Français, c'est-à-dire que j'ai une notion assez vague de la laïcité. Donc je me suis permis d'aller sur un site et de voir un petit peu la définition et l'origine de la laïcité. Je vois déjà qu'on remonte déjà au XIIIe siècle pour déjà avoir le terme laïque et une définition de la laïcité. Donc ça remonte à très loin. La laïcité, c'est pas simplement en lien à cette fameuse loi du 1905 qui
qui réglerait la séparation entre les églises et l'État. Tu vois, même le mot église, il veut plus rien dire aujourd'hui. Je pense que là, si on veut changer quelque chose, il faudrait déjà commencer par le titre et parler simplement des religions. Même si la France est judéo-chrétienne par son histoire, on va pas revenir là-dessus. Moi, ce qui me désole aujourd'hui, c'est quand on parle de la laïcité, un terme que j'entendais très rarement ou même lors de mes études. C'est une laïcité qu'on entend depuis au moins 10 ans, peut-être un peu plus, mais qui est aujourd'hui une laïcité qui est discriminatoire et qui est orientée via les musulmans. On va pas se voiler la face, il faut être clair. Quand on parle de laïcité, notamment dans les médias, c'est surtout pour rappeler aux musulmans d'être discrets et de pas trop chercher à vouloir imposer leur façon de vivre leur religion. Sur le principe, je peux comprendre cette posture, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, cette laïcité, preuve en est, quand on voit les débats et les gens qui animent ces débats, ce sont toujours les mêmes, les Zemmour, les Morano, et ces gens-là sont toujours dans le même optique de mettre les musulmans, les citoyens musulmans de côté et d'en faire l'ennemi numéro 1 pour continuer à vivre de ça. Donc la laïcité, quand on regarde un petit peu sa définition, je vais lire brièvement ce que j'ai pu noter. La laïcité est le principe de la séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse, et l'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. Donc c'est bien indiqué, des confessions religieuses. Le mot désigne par extension le caractère des institutions publiques ou privées qui sont indépendantes du clergé et des églises. Donc voilà la définition. La laïcité s'oppose à la reconnaissance d'une religion d'État. Toutefois, le principe de séparation entre l'État et les religions peut trouver des applications différentes selon les pays, parce qu'il faut savoir que la laïcité n'est pas propre à la France. Je crois même que le premier qui a pu avoir cette idée de séparation de l'Église et de l'État était un Anglais. Donc voilà, lui-même qui était parti du côté un peu plus moderne, du côté de l'Amérique à l'époque pour trouver refuge. Donc aujourd'hui, cette laïcité, c'est une laïcité orientée, discriminante, qu'il faut absolument dénoncer. Et si on veut vraiment aujourd'hui comprendre les enjeux, il faut que chacun d'entre nous puisse un petit peu prendre part au débat en cherchant déjà à alimenter un petit peu sa culture et comprendre que cette laïcité n'a rien à voir avec la laïcité originelle et que c'est une laïcité simplement qui masque un petit peu l'islamophobie de certains et qui n'est pas du tout en lien avec l'essence même de cette laïcité qui voulait par essence dissocier la religion et l'État, parce qu'à l'époque il y avait des rois qui abusaient de leur statut, leur double statut vis-à-vis des minorités et de certaines classes, et qui a fait qu'on a voulu cette séparation. Aujourd'hui, on peut comprendre que la laïcité peut être chère à beaucoup, mais c'est pas celle qui avait inspiré des personnes qui avaient une volonté de retrouver une certaine liberté. Aujourd'hui, c'est une laïcité qui est plutôt orientée, qu'il faut savoir dénoncer. Donc voilà, je voulais juste en parler. J'ai peut-être pas trouvé les bons mots, mais je voulais simplement dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui quand on parle de laïcité dans les médias, c'est une laïcité qui est assez visible, qui cherche à discriminer les musulmans, et les musulmans doivent prendre part au débat parce qu'ils sont surtout citoyens comme les autres, même s'ils sont de confession religieuse, s'ils sont de confession musulmane, il faut absolument prendre part au débat public et politique et prendre sa place dans notre société et notre pays, la France. Nadir Kaya, pour nous parler de laïcité, d'accord ou pas d'accord avec Nadir Kaya? 01 40 33 9000, vous avez le droit de pas être d'accord et de nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais aussi de nous dire si vous êtes d'accord avec lui. N'hésitez pas à nous le faire savoir maintenant. 01 40 33 9000 sur sa vision de la laïcité, de ce qui en découle, de ce que l'on peut ressentir, bien sûr sur ce mot qui est utilisé un petit peu, qui est devenu un mot fourre-tout. 01 40 33 9000. Voilà, vous avez écouté l'avis tranché de Nadir Kaya. Et vous pouvez bien entendu réagir. N'hésitez pas aussi à le faire via les réseaux sociaux, sur le Facebook Christophe Le Grand Forum, ainsi que Twitter LGF officiel. N'hésitez pas, bien entendu. Voilà. Et vous pourrez bien entendu aussi nous rappeler tout à l'heure dans le cadre de Libertad. Alors, on va enchaîner rapidement puisqu'on est un petit peu en retard avec le zapping. Et pour commencer ce zapping, mon cher ami Nadir, auditrice auditeur, avis aux amateurs. Vous savez, c'est les soldes depuis aujourd'hui. Eh bien, il y a des jours où il faut acheter plus que d'autres sur Internet. Eh bien, lesquels? Eh bien, écoutez cette réponse ou élément de réponse, enquête d'une journaliste d'M6. Ça va vous intéresser, d'autant plus que a priori,
c'est le mardi et le mercredi qu'il faut acheter sur Internet. Alors, vous le savez, les prix changent constamment sur Internet, parfois des dizaines de fois par jour, en fonction de la concurrence. Et selon une étude d'un comparateur de prix allemand, il faut éviter d'acheter le lundi et le jeudi. Ce sont les jours où les prix sont les plus élevés. Et les enquêteurs ont trouvé que les tarifs les plus bas étaient le mardi et le mercredi. C'est le résultat de statistiques réalisées sur les prix des objets les plus demandés lors des soldes de l'année dernière, à interpréter avec prudence donc. Mais ce qui est certain, c'est que pour faire les meilleures affaires, Xavier, il faut consulter plusieurs sites pendant plusieurs jours. Voilà, vous le savez maintenant, c'est le mardi et le mercredi que ça se passe, mon cher ami Nadir, sur Internet, hein, on parle. Les bons plans. Les bons plans, oui, les prix les moins chers. Non. D'accord ou pas d'accord avec Nadir Kaya? Eh bien, on a trouvé un pas d'accord avec Nadir Kaya. Il nous appelle d'Aulnay, il s'appelle Karim. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Nadir? Alors déjà parce que le mot bonsoir Nadir. Ouais, bonsoir. Oui. Parce que en fait en ce moment, ces temps-ci il faut mettre le mot laïcité dans le contexte. Parce que le mot laïcité c'est vraiment un fourre-tout. Oui. D'accord. Oui, oui. Donc à partir de là, il faut prendre ce qu'il y a, on va dire, il y a à boire et à manger dans ce mot-là. Vous êtes d'accord avec moi, Nadir, ou pas? Ouais, il faut simplement regarder l'étymologie. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais si on peut remonter très loin, ouais, par rapport à l'étymologie. Bah, il faut avant de transmettre des choses dans une radio ou à la télé ou ce que vous voulez, ce que font beaucoup de gens. Hein, je vous incrimine pas, monsieur. Hein. Non, il y a pas de souci. Hein. Voilà, il faut juste mettre ce mot-là. Ces temps-ci, c'est un mot qui veut dire n'importe quoi en fait. Ah, sur l'actualité, si oui. Là-dessus, on est d'accord. D'accord. Donc à partir de là, il faut informer les gens que le mot laïcité, ça vient du latin laïtuk. D'accord? Ça, tout le monde est absolument d'accord. Après ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre que la laïcité, c'est du mot latin laïcus. Hein, je l'ai sous les yeux. Hein. Voilà. Voilà. Pardon, j'ai fait une erreur. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Après tout ça, il faut dire que ce mot-là, c'est un mot qui est aujourd'hui utilisé. Je veux dire en France, hein, parce que comme moi j'arrive à voyager, bon, à peu près, voilà. Mais après, dans le monde entier, ce mot-là, il n'existe pas. Oui, mais en quoi vous n'êtes pas d'accord avec Nadir? C'est ça que je veux comprendre, Karim. Bah, dans le mot, dans le sens où la laïcité, faut l'oublier ce mot-là, ça n'existe pas. C'est un mot qui existe simplement, qui existait autre. Je veux dire, par rapport au temps ancien, voilà, sinon ça n'existe pas ce mot-là. Ouais, le terme, tu veux dire qu'on l'a francisé. C'est ça, exactement, merci. Voilà. Parce que le mot laïque, je parle avec mes mots, hein. Je suis désolé, mais il n'y a pas de souci, on se comprend. Parce que moi, sur ce que j'ai pu lire, le mot laïque aussi, c'était prêté à des gens qui étaient de conditions religieuses et notamment des prêtres ou des religieux. Voilà, on les appelait des laïcs. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bon, finalement, vous êtes pas en désaccord, finalement, mon cher Karim, si je puis me permettre. Ouais, on n'est pas en désaccord, mais bon. Après, chacun l'interprète comme il veut, tu sais, après, ils mettent tous, après, moi, ce que je veux dire, aux Français, en fait, c'est que, à nous alors, à nous tous, hein, Karim, à nous tous, hein, on est tous français, hein. Oui, bah, aux Français, oui, moi aussi, bah oui, bah alors, donc, non, parce que quand tu dis je voudrais m'adresser aux Français, ça veut dire que tu t'adresses aux autres, ouais. Karim, je vais juste te dire que les politiciens, ou les politocards, comme je les appelle, moi, ils s'en servent pour, mettre les gens les uns contre les autres. Oui, mais ça, voilà. On ne cesse de le dénoncer. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était une laïcité orientée. Oui, ou à géométrie variable. Merci beaucoup, Karim. Merci, Karim d'Aulnay. À bientôt, mon ami, en tout cas. Merci, bonne soirée, au revoir. On s'est compris. Bah, finalement, il n'était pas si en désaccord que ça. Hein? Non, mais il a raison de me reprendre là-dessus, parce que c'est vrai que moi, je suis pas un expert. Je voulais en parler comme ça, comme je t'ai dit, pour rebondir sur cette actualité, et puis sur le fait qu'à chaque fois, on utilise le mot laïcité, pour désigner toujours les mêmes, et notamment les citoyens de confession musulmane. Édouard Philippe, le Premier ministre, donc l'avait évoqué ces derniers jours, puis rappelé le week-end dernier dans les pages du JDD, et il compte s'attaquer à la mortalité routière dont le chiffre donc sont en hausse, au risque, a-t-il prévenu, d'être impopulaire. Depuis Matignon, il a confirmé donc l'une des pistes envisagées, la réduction de la vitesse sur les axes secondaires. 3 minutes pour sauver une vie, c'est le nouveau slogan de la sécurité routière. 3 minutes, c'est le temps que vous perdez si vous roulez à 80 km/h au lieu de 90 sur un trajet quotidien de 40 km. Un sacrifice qui permettrait de sauver
sauver une vie par jour, 350 à 400 personnes chaque année, rappelait le Premier ministre en sortir de ce comité interministériel. Édouard Philippe. La vitesse est la première cause des accidents corporels en France, devant l'alcool et le non-respect des règles de priorité. Même lorsque la vitesse n'est pas la cause première de l'accident, elle détermine soit sa survenue, soit sa gravité, soit les deux à la fois. Agir sur la vitesse permet donc, dans tous les cas, de diminuer le nombre d'accidents et de diminuer la gravité de ces accidents. Ça, c'était le Premier ministre, donc Édouard Philippe. Agir sur le comportement des conducteurs. Notre grand fléau, vous l'avez entendu, c'est l'alcool au volant, en cause de 1/3 des accidents. Deuxième retrait de permis, les conducteurs devront, pour le récupérer, équiper leur véhicule d'un éthylotest anti-démarrage. Autrement dit, impossible de démarrer sans souffler dans le ballon. Enfin, parmi ces 18 mesures, on retiendra la lutte contre le téléphone portable en roulant. Une infraction avec votre smartphone à la main vous coûtera désormais un retrait de permis, mon cher Nadir. Ouais, mais là c'est pareil. Il veut lutter contre la vitesse, mais je pense qu'il va trop vite à ce niveau-là. C'est lui qui devrait avoir une contravention, parce que d'après les études sérieuses et ce que j'ai pu entendre dans différents médias, il faut 5 ans de tests pour voir ce que ça vaut. Et lui, il se base apparemment sur des chiffres qui ont que 2 ans. Donc à partir de là, je pense qu'il veut aller trop vite. C'est toujours pareil, c'est du buzz, c'est de la com. Franchement, c'est fatigant, parce qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, ça change pas grand-chose de l'ancien monde, parce qu'ils sont toujours dans la com. Qu'ils prennent leur temps, parce que s'ils veulent réellement régler ce problème-là, il faudra aussi parler des premières causes de mortalité, qui sont l'alcool. Le téléphone, c'est bien beau, on sait ce que ça fait. Moi le premier, il m'arrive de conduire et de regarder mon téléphone et téléphoner. Il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, tu vois les nouveaux modèles de voitures où on te fait des écrans, la totale, où tu peux regarder un film, faire ce que tu veux, être sur Skype, sur les réseaux sociaux. Et comment tu fais en conduisant? Mais faut être sérieux. On autorise des constructeurs à mettre des écrans pas possibles, et donc quelque part ne plus regarder la route, même si aujourd'hui la voiture est toujours pas capable de se conduire toute seule. Et de l'autre côté, on vient faire croire aux Français qu'il faut passer de 90 à 80 parce que les gens roulent trop vite. Non, mais c'est pas sérieux. Donc qu'ils regardent un petit peu, qu'ils fassent un tour à 360 degrés de la problématique liée aux accidents, et à partir de là, qu'ils réfléchit sur 5 ans, et à la fin de son mandat, il fera une proposition et on verra que ça sera plus intéressant. Mais là, ça va trop vite. Dans la rubrique coup de gueule, justement, et toujours à ce propos de sujet, je demande Philippe Lelouch qui pousse un coup de gueule justement contre l'abaissement à 80 km/h sur les nationales. Écoutez Philippe Lelouch. En revanche, 80 km/h sur les routes, vous êtes contre? Oui, Pourquoi ? Parce que je pense que c'est encore une fois une mesure répressive totalement inutile. C'est-à-dire que le type qui dépasse déjà les 90 va aussi dépasser les 80. Qu'avant de mettre beaucoup d'argent dans un changement de signalisation, on ferait mieux de s'occuper de l'état des routes et d'adapter la route, d'adapter la vitesse, pardonnez-moi, à la route sur laquelle on conduit. Ça me paraît essentiel. Je trouve cette mesure un peu démagogique, même si j'aime beaucoup ce gouvernement. Sauver une vie par jour ? Oui, commençons par supprimer tous les gens qui devaient être dehors. Mettons l'argent qu'on va mettre dans tous les panneaux à éviter que des gens dorment dehors. Attendez, ça me paraît plus urgent. Chiffre de la sécurité routière. Oui, mais on n'a aucune preuve que... Attendez, chiffre de la sécurité routière. Dans 32% des accidents, la vitesse est en cause. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Oui, mais il y a plein de choses. Il y a l'incompétence du conducteur, il y a l'alcool au volant, qui est la première cause. Plus d'un tiers des accidents mortels. Voilà, Philippe Lelouch, dans la rubrique coup de gueule, un petit peu dans ton sens, Nadir, d'ailleurs. Hein. Ouais, non, mais comme je te dis, c'est fatigant, parce que quand tu regardes un petit peu tous les chiffres et la raison c'est vrai de que ces l'état accidents... des routes aussi, c'est à refaire, hein, parce que tu prends l'état des routes... Là, en région parisienne, l'autoroute A3, c'est une catastrophe, c'est honteux. Voilà. Mais quand il pleut, il y a des flaques pas possibles. Ouais, l'état de honte, mais il y a plein de choses. Moi, j'ai des collègues qui travaillent de nuit. Ouais. Je t'assure, quand ils ont fini leur vacation, les gars, ils sont épuisés. Donc, t'as des gens qui s'endorment au volant, t'as de tout. Donc, vouloir faire croire que c'est simplement la vitesse qui est en cause, c'est malhonnête. En plus, surtout quand ils jouent sur des petits jeux de mots comme ça, avec des petits mots comme ça qui veulent interpeller tout le monde et en même temps dire, regardez, j'ai dit quelque chose de sympa, donc n'essayez pas d'intervenir. C'est fatigant, quoi. Franchement, c'est fatigant. Bon, pour finir, je vais pas vous l'épargner, désolé. Hein, il fallait bien qu'on se l'écoute. On n'avait pas de nouvelles d'ailleurs de Lydia Guérou qui s'en est prise violemment au président de la République lors de son passage à la télé chez France Info. La porte-parole des Républicains accusait Emmanuel Macron d'avoir trahi l'esprit Charlie. Elle a également accusé une partie de la France, celle des zones de non-droit, de ne pas être Charlie. Pire, pour certains d'être Kouachi, Koulibaly. Lydia Guérou dans toute sa splendeur, avec des accusations extrêmement graves qui centrent donc à faire une différence entre un bon et mauvais français, dans la bouche bien entendu de Lydia Guérou. Évidemment, ça a une signification. Je suis Charlie. Comme le disait Philippe Val, être Charlie, c'est être pour la liberté d'expression. C'est refuser aussi les
puisqu'il y a eu également après l'hypercacher, et je pense que ça fait aussi partie de l'esprit Charlie. C'est refuser Évidemment. cet antisémitisme qui monte en France et qu'on refuse de voir. L'esprit Charlie, c'est aussi défendre la laïcité, et il est vrai que aujourd'hui, moi, je suis assez inquiète puisque le président a parlé récemment de radicalisation de la laïcité. C'est quand même une trahison quelque part de l'esprit Charlie, puisque parler de radicalisation de la laïcité, rappelons-lui que la laïcité ne tue personne. En revanche, une religion radicalisée, et en l'occurrence malheureusement l'islam, tue, l'islamisme radical. Ça va suffire pour aujourd'hui, hein. Vous en pensez quoi? On arrête là, hein, c'est bon, parce que ça dure encore après. Franchement, et t'en as trop fait, Christophe. T'aurais même pas dû la mettre. Ouais, t'aurais pas dû la mettre. Ouais. Bon, bah écoutez, je voulais quand même vous offrir ce petit cadeau quand même, Lydia Guérou. Ouais, sympa, ça va chauffer le cerveau. Bon, voilà, c'est ça. En tout cas, Lydia Guérou dans toute sa splendeur, pour le coup. Bon, on va partir en Algérie, messieurs, dames, pour, où le corps médical, donc, n'a toujours pas digéré la violence inouïe opposée par les forces anti-émeutes aux médecins résidents qui, mercredi 3 janvier, vous le savez, ont organisé, à l'appel du collectif autonome des médecins résidents algériens, un rassemblement à l'intérieur du CHU Moustapha Bacha à Alger, lequel s'est malheureusement achevé par une quarantaine de blessés, dont 20 graves. En guise de protestation, les médecins résidents en pédiatrie ont refusé de passer leur examen, la fin de leurs études médicales, spécialisées pour la première fois de l'histoire de la médecine en Algérie. Il n'y aura pas de nouveaux assistants en 2018, a déploré le président et membre du bureau national de Comra dans une déclaration faite à tous sur l'Algérie. À Constantine, les médecins résidents ont tenu un rassemblement au CHU Nbadi avant d'investir la rue pour dénoncer les violences dont ont été victimes leurs collègues d'Alger. Autre action prévue par le Comra hier, qui a appelé à un nouveau rassemblement national, c'est cette fois-ci au CHU d'Oran. Solidaire avec les médecins résidents, le Conseil de l'ordre des médecins s'est mis de la partie en comptant lancer des poursuites judiciaire à l'encontre des policiers responsables des violences contre les médecins. Dans un entretien accordé au site Tout sur l'Algérie, le président du Conseil de l'ordre des médecins a mis en avant le devoir de son organisation de défendre la dignité et l'honneur des professions. Les médecins résidents du CHU Moustapha Bacha se sont fait tabasser par la police. De par le monde, vous avez ce qu'on appelle la violabilité de l'enceinte hospitalière. Il y a une responsabilité. Samedi soir, le bureau national du Conseil de l'ordre des médecins s'est donc réuni avec le Comra, collectif autonome des médecins algériens. Il a décidé de poursuivre donc en justice les personnes coupables de ces violences policières. Actuellement, nous sommes en train de collationner les dossiers, a-t-il affirmé. Venus des quatre coins du pays, des centaines de médecins, pharmaciens, dentistes, résidents ont organisé mercredi dernier un rassemblement dans l'enceinte du CHU Moustapha Bacha. Rappelons que la principale revendication des médecins résidents, la réforme du service civil qui oblige tout médecin ayant achevé 6 ans de spécialisation dans les hôpitaux à exercer entre 2 et 4 ans dans les zones reculées du pays. Voilà les revendications en tout cas, et visiblement ils ont vraiment pas digéré la ratonnade qu'il y a eu du côté du CHU Moustapha Bacha, Nadir. Non, mais bien sûr, quand tu vois les images, c'est scandaleux. Quand tu vois des infirmiers, des médecins en tenue comme ça, avec du sang sur le visage. Mais bon, c'est pas propre à l'Algérie ou aux Arabes, tu sais, parce qu'on a des discussions entre amis quand on regarde ça, on dit la démocratie c'est pas pour les Arabes. Mais moi je leur rappellerai que simplement qu'ils regardent un peu des images en France et ailleurs, quand il y a des manifestations et que le gouvernement est contre ce genre de manifestations, il envoie les CRS et c'est les mêmes violences. Donc c'est pas propre aux pays arabes ou aux pays musulmans. C'est la situation qui fait que le gouvernement choisit la force. Après la police elle charge parce qu'on lui donne l'ordre de charger, c'est aussi simple que ça. Ouais. Effectivement, en tout cas, la grogne donc n'est pas prête de retomber pour le coup, et ils n'entendent pas laisser ça là. Si on y rajoute donc la grogne sociale en Tunisie, on en reparlera peut-être demain ou vendredi, et puis également ce qui se passe au Maroc, parce que personne n'en parle, mais la contestation sociale est toujours au rendez-vous au Maroc. Elle s'est même d'ailleurs amplifiée. On pourrait même faire une émission spéciale sur la contestation sociale dans les pays du Maghreb pour le coup. Je voulais qu'on finisse quand même, parce que c'est important, même si on en a parlé peut-être un peu plus de ce sujet. À chaque jour dans cette émission, en l'occurrence sur l'eau de dénonciation après Aqua Boulevard, après tout ce qui s'ensuit, eh bien, en l'occurrence des décisions incompréhensibles. Donc, pour ce faire, il suffit de nous rendre cette fois-ci du côté de Beaucaire, dans le Gard, puisque la mairie Front National a supprimé lundi, jour de rentrée, les repas de substitution qualifiés d'anti-républicains pour les élèves ne mangeant pas de porc à la cantine scolaire. Quelques 150 élèves demi-pensionnaires sur 600 bénéficiaient de ces repas de substitution à Beaucaire. La municipalité dirigée depuis 2014
par Julien Sanchez annoncé dans le journal municipal de décembre dans un entrefilet. Les repas de substitution repas anti-républicains en place depuis la municipalité précédente, seront supprimés à Beaucaire. Cette mesure est effective à partir du lundi 8 janvier, jour de rentrée scolaire, pouvait-on lire. La décision de la municipalité FN constitue pour le coup et visiblement une atteinte aux droits de l'enfant qui stigmatise encore une fois Nadir la communauté maghrébine et ne peut en aucun cas être justifié au nom de la laïcité. J'en veux pour preuve avec cette déclaration interrogée sur BFM TV, Marlène Schiappa, qui est, je le rappelle, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, a pour sa part estimé qu'il s'agissait d'un exemple typique de quelqu'un qui brandit la laïcité comme une arme politique anti-musulman ou anti-juif au demeurant. Elle a souligné que dans l'école qu'elle fréquentait lors de son enfance à Belleville, un quartier de Paris, les élèves qui n'aimaient pas le porc pouvaient avoir 2 œufs durs. Je pense que ça peut être faisable sans trop de difficultés, a suggéré donc Marlène Schiappa, qui vient de publier un essai d'ailleurs intitulé Laïcité. Des parents d'élèves opposés donc évidemment à cette décision de la municipalité de Beaucaire appellent lundi 15 janvier à un pique-nique de protestation devant la mairie à 11h30. En 2015, vous en souvenez peut-être, le maire LR de Chalon-sur-Saône en Seine-et-Loire, Gilles Platret, avait déjà créé la polémique en supprimant le menu de substitution au porc dans les cantines scolaires de la commune donc le tribunal administratif de Dijon avait censuré cette décision fin août 2017, estimant que la municipalité avait pas accordé au sens de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant une attention primordiale à l'intérêt des enfants. Le maire a fait appel devant la cour administrative d'appel de Lyon. Voilà sur ce que l'on pouvait dire. Encore une fois, ce qu'il est regrettable, forcé de constater, et c'est regrettable, c'est qu'encore une fois, les habitants de Beaucaire se sont trompés en n'allant pas voter peut-être ou en votant, ou en laissant, une certaine catégorie de la population voter à leur place. Moi, ce que je peux dire là-dessus, Christophe, c'est toujours pareil. La vocation du FN, on le sait très bien, c'est la haine de l'autre et si possible du musulman. Donc là, ça tombe très bien. Après, la mesure en elle-même, c'est compliqué parce que là aussi, je suis partagé. Moi aussi, j'ai le souvenir quand j'étais petit, quand on mangeait pas de porc, on nous proposait des omelettes ou autre chose, ou un surplus de légumes ou des frites. Donc c'était pas un problème. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la France d'il y a 30 ans n'est plus la même. Donc au-delà de vouloir répondre tout de suite à cette polémique, ce qu'il faut faire passer comme message aux politiques, c'est il faut une France apaisée, il faut une France où tout le monde se met autour de la table et qu'on cherche tous ensemble des solutions. Parce que moi je comprends très bien ce qui se passe. D'un côté, vous avez des gens qui vont pas vous le dire, mais qui sont dérangés, qu'il y a un islam de plus en plus visible, que les musulmans sont plus nombreux, et qu'à partir de là il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans normalement, comme n'importe quel Français de confession X ou Y, qui a des exigences, même si on est dans une société dite laïque. Je pense qu'il faut être intelligent, se mettre autour de la table. Et là, en l'occurrence, ce sont des enfants qui sont pénalisés. Donc on voit le niveau du maire aujourd'hui qui est capable de s'en prendre à des enfants parce que au fond de lui, ce qui l'intéresse, c'est de toucher la communauté musulmane. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que ça fait le buzz parce que les médias sont toujours friands de ça. Et on va revenir toujours à la même question. Si les gens ne sont pas contents, il faut créer un rapport de force intelligent. C'est aussi simple que ça. On peut critiquer la France. Je suis le premier à critiquer la France sur pas mal de choses. Mais il faut rappeler qu'on a des droits et des devoirs, qu'on a un pays avec des règles. Il y a des choses fantastiques en France. Il faut simplement s'informer, se regrouper. La France, c'est un ensemble de communautés, même si on fait croire le contraire. La communauté musulmane est une communauté parmi les plus importantes, mais qui est paradoxalement la moins organisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tant qu'on sera dans cette situation-là, on aura des polémiques et des sujets comme ça qui viendront nous taper à la figure tous les jours, parce qu'en face, on n'a pas cette capacité à mettre les règles qui sont communes à tous les Français face à ces gens-là qui, en fin de compte, avancent masqués, parfois même démasqués. Dans un instant, le coup de cœur de Nadir Kaya et de Libertad, évidemment. Vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 30 39 000. Vous avez la parole plus que jamais dans cette émission. On ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, on va vous entendre dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et mesdames, messieurs, c'est le LGF, le grand forum avec Nadir Kaya aujourd'hui, en ce mercredi. Et voici le coup de cœur avant de retrouver Libertad, le coup de cœur de Nadir Kaya. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors Nadir, de quoi vas-tu nous parler? Alors, le coup de cœur, il est en lien avec l'association IMAD de Bobigny, l'association de Rafika
Lakéal, qui est président de l'association et avec qui on avait déjà fait il y a quelques maintenant mois le gala pour le handicap, pour sensibiliser les gens sur le problème de le handicap. Ouais. On va prochainement s'associer à nouveau avec eux et faire en sorte de faire partir du matériel pour jeunes handicapés en Algérie. Voilà, parce que IMAD, cette association à Bobigny, subvient déjà aux besoins de certains jeunes handicapés, notamment par rapport à du matériel spécialisé. Et donc, à travers ce projet, on va faire appel aux autorités algériennes et aussi possible à la communauté algérienne ou même ailleurs, à des personnes qui seraient susceptibles de nous aider, notamment par rapport au transport et à la partie douanière, parce que c'est ce qui pose problème. Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir du matériel, des gens qui nous donnent du matériel, récupérer du matériel ou même voir acheter du matériel pas très cher et le conditionner. Même moi, à travers mon réseau dans le transport, on peut trouver des personnes qui nous aident. Mais le vrai problème, c'est vraiment au niveau de l'Algérie. Donc j'appelle les auditeurs éventuellement s'ils sont dans cette possibilité de nous aider sur ce projet, c'est-à-dire de cheminer du matériel en Algérie, qu'il arrive à bon port, comme dit l'expression, et faire transiter tout le matériel à destination sur l'Algérie. Voilà, c'est le projet qu'on va monter avec IMAD et donc l'association Banlieue Plus et qui devrait se dérouler d'ici le mois de mai. Donc on se laisse encore un peu de temps. À qui s'adressent ces auditeurs s'ils sont à tout le monde, à tous ceux qui sont en capacité de nous aider, soit qui veulent apporter du matériel ou soit qui pourraient surtout nous aider pour acheminer le matériel gratuitement, justement, bien sûr, parce si que nous-mêmes on est des auditeurs nous associations sans écoutent, moyens. Ils peuvent vous aider. Ils s'adressent à qui pour Alors l'association IMAD, donc vous avez le 06 51 03 39 39. Autrement, vous passez par le site de Banlieue Plus et nos quartiers. Sur notre site, vous avez toutes les coordonnées. Vous pouvez nous joindre là, et éventuellement nous faire vos propositions. On est ouvert là-dessus. Et puis, plus on est nombreux, et mieux ce sera pour les jeunes enfants algériens touchés par des handicaps. Libertad sur France Maghreb de 01 40 33 9000. C'est comme chaque soir la possibilité, chers amis auditrices, auditeurs, de nous appeler pour nous dire ce que vous voulez, de réagir à l'émission ou pas d'ailleurs, passer un bonjour, nous faire part d'un événement près de chez vous, réagir à tout ce que vous voulez. Bref, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire, mais on vous accueille en tout cas. France Maghreb 2, bonsoir. Ah bah voilà, notre chat qui est toujours de la partie. 01 40, non mais c'est, ouais, ça devient pénible. Hein. 01 40 33 9000, en même temps c'est le prix de la liberté. Hein. Vous savez, quand on offre la liberté, Nadia, on n'est pas à l'abri d'avoir des gens un peu, voilà. Ah, il y a aussi des animaux qui peuvent appeler. Voilà, c'est ça, visiblement. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Nadia. Bonsoir Nadia. La Courneuve. Oui, bonsoir Nadia de la Courneuve. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? On vous écoute Nadia. Super. Bah écoutez, je vous écoute depuis un certain temps et moi ça me plaît tout ce que vous dites. C'est vraiment super. Et par contre vos sujets sont un peu trop politiques pour moi. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais proposé une petite rubrique où un jour venir pour discuter de tout ce qui est bien-être, produits bio, etc., etc. Tout ce qui est tout ce qui est naturel, parce que bon voilà, on parle politique, mais il faut aussi éduquer les gens sur d'autres points. Effectivement, vous avez raison, hein, d'autant plus que c'est vrai qu'à Nadir et à moi ça nous parle pas des masses, mais ça peut parler à certains, je pense. Oui, effectivement, vous avez raison. Voilà, il faut s'adresser à tout le monde. Je voulais vous proposer, puis je voulais vous dire que j'apprécie votre émission. D'ailleurs, lundi, avec Mehdi, vous aviez parlé d'un film sur Tabataka, je crois, et ouais. c'était Rail. C'était Rail, effectivement, ouais, avec oui, Rail, Sami Nassiri. On cherchait évidemment ce film, c'était avec Hicham Terak. Voilà. Bah, merci beaucoup Nadia en tout cas. Je vous suis, hein. Ah bah c'est bien, merci bravo. De nous suivre, hein. Merci Nadia. À bientôt Nadia. Bonne soirée Nadia. 01 40 33 9000. On va se mettre à parler beauté maintenant alors. Hein? Bah pourquoi pas? Pourquoi? Non mais je dis pas ça en... La beauté extérieure ou intérieure? Camp. Parce qu'après on peut philosopher aussi là-dessus. Hein. Ah c'est clair. 01 40 33 9000, une petite dernière pour ce soir avant d'aller se coucher. Enfin peut-être pas maintenant, mais parce qu'il y a PSG Rennes ce soir. Non c'est pas PSG Rennes. Amiens. Ah PSG Amiens pardon. Rennes on les a battu bien comme il faut d'ailleurs. PSG Amiens en Coupe de la Ligue, hein, messieurs dames. Ouais. Les amateurs de foot. Ils sont Marseille, ils vont jouer non? Pas vu. Ah je sais pas, j'ai pas su. Je sais que PSG joue ce soir. Oui, voilà. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Je voulais juste... Prénom et ville d'appel. Mohamed. Ouais, tu nous appelles d'où? Bah, de Saint-Denis. De Saint-Denis, ok Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Bah, juste par rapport à ce qui se passe au Maroc, en Algérie et en Tunisie.
Oui. Voilà. Donc, juste ce qui se passe au Maroc, franchement, c'est dur. Les gens, ils en ont marre. Surtout ce qui se passe au Hirak de Rif. Ouais. Je sais pas si vous entendez, de Gérard. Donc c'est vraiment lamentable et le gouvernement ça continue la répression et puis coller n'importe quoi. Voilà. On va en parler, on va faire une émission spéciale, ça, messieurs, dames. Je vous le prévois, celle-là, je vous la prévois. Parce que ça mérite qu'on s'y intéresse sur cette contestation sociale, qui ont des petites particularités entre les trois pays. On y reviendra évidemment, c'est peut-être pas forcément les mêmes revendications, quoique il y a quand même pas mal de similitudes. On y reviendra en tout cas. Merci en tout cas de ton appel, donc cher ami de Saint-Denis. Il n'y a pas de souci, merci, continuez comme ça. Bravo. On va tâcher, mon ami, on va tâcher tant que vous êtes là, on est là nous aussi. Salut Mohamed, à bientôt. Ciao. Bon, et bien voilà, c'est fini, ce fut court pour Libertad, mais en tout cas bon. Pour ce soir, on remet le couvert demain avec Nasser Lajili qui sera de la partie demain entre 16h et 18h. Mon cher Nadir, je te souhaite une bonne soirée. Également. Bon match, tu regardes, non? Je sais pas, c'est diffusé sur quelle chaîne? C'est diffusé sur Canal+, mon cher ami. Ah ouais, d'accord, sur Canal+, j'ai pas Canal+, donc non, je vais me contenter d'entendre le résultat sur les réseaux sociaux. Bah sinon tu mets la radio. Ouais. Bon. Ouais, les réseaux sociaux, on va écouter absolument. ça, mais bon, j'ai d'autres priorités. D'accord, le foot c'est pas ta priorité. Bon, merci d'écouter France Maghreb 2, il est 18h01. Bonne soirée à tous et à demain. Le rappel de l'actu. Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Le corps d'un Allemand de 70 ans, porté disparu après être tombé dans une rivière, a été retrouvé aujourd'hui en Haute-Marne à Rouvres-sur-Aube. Il était tombé en tentant de protéger son terrain des inondations. Il s'agit de la 7e victime des intempéries recensées depuis le passage de la tempête Eleanor. Leclerc s'excuse après avoir vendu du lait contaminé à la salmonelle. Et voilà qu'Intermarché lance une enquête interne. Le distributeur est accusé par une cliente d'avoir également vendu du lait issu d'un des 600 lots rappelés par Lactalis. Une contamination au salmonelle a été détectée le mois dernier à l'usine Lactalis de Cran en Mayenne. Des pompiers de Roubaix dans le Nord seront bientôt équipés de caméras dans le cadre d'une expérimentation. Il s'agit d'une mesure pour lutter contre les agressions selon le service départemental. Ce dernier précise qu'il n'y a pas d'équipement définitif de prévu pour le moment. Une jeune femme âgée de 19 ans a été mise en examen le 21 décembre dernier du chef d'association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou de plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Elle a été placée en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. L'étudiante projetait de commettre un attentat dans des lieux festifs à Rennes, en Ille-et-Vilaine. À l'étranger, au moins 13 morts en Californie. Les incendies de ces dernières semaines ont ravagé la végétation, ce qui entraîne maintenant des coulées de boue avec les fortes pluies qui tombent sur la région de Santa Barbara. Après sa visite en Chine, Emmanuel Macron prend la direction de Rome. Les dirigeants de 7 pays européens de la Méditerranée se retrouvent pour évoquer notamment la question migratoire. L'Italie, la Grèce ou l'Espagne continuent de militer pour une répartition de l'accueil des réfugiés entre les différents pays d'Europe. L'an dernier, 100 000 demandes d'asile ont été enregistrées en France contre 200 000 en Allemagne par exemple. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.